En RDC, le rassemblement s'est doté d'une nouvelle direction après le décès de son chef Étienne Tshisekedi, mais ces nouveaux choix ravivent les divisions au sein de cette coalition de l'opposition. Au Bénin, la société civile appelle les députés à veiller à ce que des dispositions liberticides remettant en cause les acquis démocratiques et la bonne gouvernance ne figurent dans les nouvelles lois à adopter. Près de 250 migrants originaires pour la plupart du Sénégal, du Cameroun et du Nigeria ont été secourus samedi au large des côtes libyennes alors que leur embarcation était à la dérive. Le regroupement politique de leaders d'opposition en République démocratique du Congo, le rassemblement d'opposition, de plus en plus fragilisé. La désignation de Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, à la tête du dit regroupement, continue de faire grincer les dents. Outre ce point d'achoppement, les uns s'accusent d'être achetés par la majorité et les autres de faire des arrangements entre amis. Pour Jean-Marc Kabunda Kabundi, secrétaire général de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, cette fronde au sein du rassemblement est une manœuvre soutenue par la majorité et qui vise à déstabiliser la coalition, mais aussi son parti. Et comme pour en rajouter à cette cacophonie, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, a apporté hier son soutien à une double présidence du rassemblement, désavouant ainsi son frère qui plaide encore pour de nouvelles discussions. Député, la nouvelle société civile appelle les membres du rassemblement de l'opposition à revenir à la raison, à cesser le querelle interne et à s'entendre pour que l'accord du 31 décembre entre pouvoir et opposition puisse être enfin mis en œuvre. Appel auquel souscrit Félix Tshisekedi, pour qui seule l'unité de l'opposition pourra aider à faire partie Joseph Kabila et à réussir l'alternance au pouvoir souhaitée partout. La visite effectuée par le président ivoirien Alassane Ouattara à Ouagadougou dans le cadre de la clôture du festival de cinéma FESPACO vient sceller le climat d'apaisement que les deux pays s'emploient à entretenir. En effet, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays frères et voisins, n'étaient pas des plus simples depuis l'insurrection populaire burkinabé et les épisodes des écoutes téléphoniques entre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro et l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères Djibril Bassoli. Depuis, les deux pays ne cessent de se rapprocher. Le choix porté sur la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO vient une fois encore offrir des gages concrets de réconciliation. La réconciliation ivoiro-burkinabé s'est déjà traduite par plusieurs actes, notamment le Conseil des ministres conjoint de Yamoussoukro lors de la visite effectuée en juillet dernier par le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude pour l'honneur accordé à la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur de cette 25e édition du FESPACO. Quant à Roch-Marc Christian Kaboré, il a estimé que la présence ivoirienne confirme la qualité des relations entre les deux pays. Mesdames et messieurs, tout en félicitant le gouvernement pour certaines améliorations salutaires à intégrer au prochain code révisé des marchés publics, Social Watch se réserve le droit d'attirer l'attention des honorables députés sur la nécessité de veiller à la conformité des nouvelles dispositions avec les directives de l'UEMOA sur la transparence des marchés publics. À cet effet, il convient de poursuivre le renforcement du Code des marchés publics en République du Bénin en adoptant une loi spécifique au marché de la défense et de la sécurité publique au Bénin. Social Watch Bénin recommande aux députés de veiller à ce qu'aucune disposition liberticide ou remettant en cause les avancées déjà obtenues en matière de liberté et de gouvernance ne figure dans les nouvelles lois à adopter. Il est particulièrement important pour les parlementaires de rester vigilants par rapport aux propositions de loi concernant l'identification des personnes physiques en République du Bénin.
le renseignement en République du Bénin, l'organisation du secret de la défense nationale, le foncier en République du Bénin. Concernant la proposition de loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin, Social Watch insiste sur la nécessité de capitaliser les expériences et avancées obtenues dans le cadre des CPS LEPI et de COS LEPI. Concernant la proposition de loi relative au renseignement en République du Bénin, il est particulièrement important de veiller à ce que les dispositions ne viennent pas violer ou restreindre les libertés démocratiques chèrement acquises. Au Libéria, Ebola peut encore tuer les personnes qui y ont survécu. Étrange, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une réalité. Qu'ils vous souviennent, Salomé Kouaroua avait fait la une du magazine américain Times en novembre 2014 après avoir survécu à la maladie d'Ebola et être devenue ainsi un symbole de force et d'humanité. Eh bien, elle est morte après avoir donné naissance à son 4e enfant. En réalité, d'après la narration de son époux, victime du mauvais système de santé publique du Libéria, elle est morte de la stigmatisation des personnes ayant souffert de la maladie d'Ebola. Son mari a raconté que son épouse avait été hospitalisée un soir à la mi-février à Monrovia et avait donné naissance par césarienne. 2 jours plus tard, elle était de retour à son domicile et avait expliqué que les infirmières refusaient de la toucher. Après des complications, elle avait été hospitalisée à nouveau. Un médecin refusa de la traiter en disant qu'il fallait acheter de quoi lui faire une piqûre dans une pharmacie. Cette piqûre n'était disponible nulle part, selon le mari, et Salomé Kouaroua devait mourir peu après. Le principal responsable de la santé du Libéria, Francis Katé, a déclaré que les autorités enquêtaient sur l'affaire. L'hôpital s'est refusé à tout commentaire. Salomé Kouaroua, qui avait travaillé pour l'ONG Médecins Sans Frontières, après s'être rétabli à l'été 2014, avait aidé des personnes qui souffraient des effets psychologiques de la fièvre hémorragique. Les gardes-côtes en ont encore sauvé. Alors que leur embarcation était à la dérive, près de 250 migrants ont été secourus samedi au large des côtes libyennes. Ils sont originaires pour la plupart du Sénégal, du Cameroun et du Nigeria. Des trafiquants leur ont promis de les emmener en Italie. L'Aquarius faisait route vers la Sicile avec plus de 500 personnes, dont 7 bébés et 12 très jeunes enfants et une soixantaine de mineurs non accompagnés. Outre une majorité d'Africains, les secouristes ont recensé un tiers de Bangladais et de nombreuses familles syriennes qui vivaient pour la plupart depuis 3 à 5 ans en Libye. Les gardes-côtes italiens ont dit avoir coordonné vendredi les opérations de secours d'environ 900 migrants, portant à un record de plus de 15 000 le nombre de personnes secourues en début d'année. L'hiver rend pourtant la mer encore plus dangereuse, selon l'ONU. Plus de 440 personnes sont mortes ou disparues en janvier et février en tentant de rejoindre l'Europe depuis la Libye. Do you have any of your husband here with you? Depuis décembre, le Zimbabwe fait face à des inondations meurtrières. Au moins 246 personnes ont été tuées et 128 autres blessées alors que le pays est déjà durement touché par la sécheresse. Déficit de tentes, de nourriture et de médicaments pour les personnes touchées. Il y a aussi un besoin de couverture et de vêtements, d'après le ministre des collectivités territoriales. Après la sécheresse aggravée par le phénomène El Niño, le Zimbabwe subit de plein fouet les effets de la El Niña, phénomène climatique inverse qui se caractérise par de fortes précipitations. Les autorités appellent les partenaires au développement, le secteur privé et la population à s'allier au gouvernement pour soutenir les programmes d'aide humanitaire. À en croire le journal Herald,
Plus de 2000 personnes ont été déplacées et 10 barrages détruits en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur l'est et le sud du Zimbabwe ces derniers mois. L'intensité des pluies ne devrait pas faiblir dans les prochaines semaines, selon les services météorologiques qui recommandent à la population de ne pas traverser les rivières en crue. En déplacement dans le Lot et l'Aveyron en France, la présidente du Front National, Marine Le Pen, en lice pour le scrutin présidentiel prochain, est revenue sur le dossier relatif à sa convocation en vue d'une probable mise en examen. Je remarque que les calendriers s'accélèrent à quelques jours des présidentielles. Je ne crois pas au hasard. Voilà. J'ai demandé il y a 1 an l'ouverture de cette information judiciaire. Moi, je l'ai demandé il y a 1 an. On me l'a refusé. Et comme par hasard, tout s'accélère à quelques jours de la présidentielle. Vous croyez qu'il y a un Français qui est dupe de cette situation? Mais personne n'est dupe. C'est eux qui décident. Et moi, je suis propre, moi. Moi, je n'ai strictement rien à me reprocher. Ce déplacement de la présidente du Front National a été précédé d'un appel à manifester qui a été effectif, mais sans heurts. On est là pour montrer que la tentative de normalisation du Front National, ça marche pas avec nous. Le Front National est toujours un parti qui n'est pas comme les autres. C'est un parti qui a des casseroles comme les autres, c'est pour ça qu'on en a apporté. C'est un parti qui pratique la manipulation, la désinformation, l'intimidation sur les autres groupes politiques. Et on est là pour protester contre ça. Voilà. On n'interdit pas de faire son meeting, de raconter ce qu'elle veut, mais nous aussi, on a notre liberté d'expression, on est là pour le dire. Convoqué pour le 10 mars par les juges en vue d'une mise en examen dans l'enquête portant sur les suspicions d'emploi fictif d'assistants parlementaires européens dans son entourage, la dirigeante d'extrême droite, Marine Le Pen, a annoncé via un courrier qu'elle refusait de se rendre à cette convocation, faisant valoir son immunité parlementaire. 48 heures, c'est le délai donné à l'ambassadeur de la Corée du Nord en Malaisie pour quitter le pays. L'ambassadeur Kang Chol a été déclaré persona non grata, a annoncé dans un communiqué le ministère malaisien des Affaires étrangères, ajoutant avoir exigé en vain de Pyongyang des excuses pour les critiques émises à l'encontre de l'enquête malaisienne sur l'assassinat du demi-frère en disgrâce de Kim Jong-un. 8 Nord-Coréens sont aussi soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire. L'un d'entre eux a été expulsé vendredi. 4 autres ont fui la Malaisie le jour de l'assassinat. La Corée du Nord, échaudée dès le départ par le refus de la Malaisie de lui remettre le corps du défunt, a ensuite protesté vigoureusement contre l'enquête des autorités malaisiennes accusées de collusion avec ses ennemis. De même, Pyongyang n'a pas accepté les conclusions de l'autopsie qui parle de mort par empoisonnement et soutient que la victime est décédée d'une crise cardiaque. La brouille diplomatique entre les deux pays qui entretenaient jusqu'alors des relations relativement chaleureuses ne cesse donc de s'aggraver. Avant l'expulsion de l'ambassadeur, Kuala Lumpur avait déjà annoncé l'annulation à compter du 6 mars d'un accord bilatéral permettant à leurs ressortissants respectifs de se rendre chez l'autre sans visa. Une tension qui visiblement est désormais à son point culminant.